Dans l'ombre des jungles denses du Vietnam se cachait un prédateur dont le nom faisait frémir même les marines les plus aguerries. On l'appelait Apache, la femme la plus terrifiante de la guerre du Vietnam. Voici la chasse qui est devenue légende. La brume matinale s'accrochait à la colline 55 comme un suaire obscurcissant la jungle dense qui entourait le campement des marines. Le sergent d'artillerie Carlos Hadcock essuyait la condensation de sa lunette de tir, son visage marqué par le temps, ne trahissant aucune émotion alors qu'il scrutait la lisière des arbres. À 8 miles de Da Nang, cette position élevée aurait dû offrir une certaine sécurité. Mais ces derniers temps, les marines stationnées ici dormaient d'un œil. Ils avaient de bonnes raisons. Quelqu'un les chassait. Un autre encore la nuit dernière, murmura le capitaine Edward Jim Land en tendant à Hadcock une tasse de café amer. Le soldat Mendez l'a trouvé au périmètre avec une seule balle dans le front. Un tir net à 600 yards minimum. Hadcock hocha la tête en silence. Ce n'était pas un travail ordinaire du Viet Cong. La précision, la patience, cela portait une signature qu'il avait appris à reconnaître. Depuis des semaines, les marines murmuraient au sujet de l'une des femmes les plus terrifiantes de la guerre du Vietnam, une tireuse d'élite d'ascendance vietnamienne et française, qui avait gagné le surnom d'Apache non seulement pour son habileté au tir, mais pour ce qu'elle faisait à ceux qui avaient la malchance d'être capturés vivants. Les hommes du 5e régiment 1re division des marines avaient développé une peur particulière de la zone autour de Duc Pho. Des rapports avaient filtré de troupes sud-vietnamiennes concernant une opératrice Viet Cong qui prenait un plaisir particulier à torturer. Les histoires semblaient trop horribles pour être vraies jusqu'à ce que des corps commencent à apparaître mutilés de manière à confirmer les pires rumeurs. Les commandements en avaient fait une cible prioritaire, continua Land, sa voix suffisamment basse pour que les marines à proximité ne puissent pas entendre. On l'appelle Apache à cause de... Il s'interrompit gesticulant vaguement vers ses yeux. Hadcock comprit la référence. Les renseignements avaient confirmé les trophées macabres qu'elle collectait. Les paupières. La pensée lui fit serrer la mâchoire. Elle utilise un Mosin Nagant avec une lunette, ajouta Land. Fabriquée en Russie. 7,62 mm. Hadcock leva à nouveau ses jumelles, balayant méthodiquement les crêtes lointaines. Bonne carabine. Pas aussi bonne que la mienne. Un jeune marine s'approcha d'eux, hésitamment, son visage pâle sous une couche de saleté de jungle. « Gunny, capitaine, le lieutenant veut vous voir au commandement. Un scout vient d'arriver avec des informations sur... » Il baissa la voix. À son sujet. Alors qu'il se dirigeait vers le poste de commandement à Hadcock, remarqua comment les jeunes marines le regardaient avec un mélange d'espoir et de désespoir. Ils avaient besoin de croire que quelqu'un pouvait mettre fin au règne de terreur qu'Apache avait instauré sur la colline 55. La femme la plus terrifiante de la guerre du Vietnam était devenue plus qu'une simple combattante ennemie. Elle était devenue une arme psychologique qui brisait lentement le moral de l'unité. À l'intérieur du poste de commandement, le lieutenant-colonel Davidson était penché sur une carte étalée sur une table de fortune. Ses doigts traçaient les contours du terrain entourant la colline 55, s'arrêtant à divers endroits marqués. Lorsque Hadcock et Land entrèrent, il se redressa, révélant des yeux injectés de sang qui témoignaient de trop de nuits sans sommeil. « Messieurs, hocha Davidson, notre scout a apporté quelque chose que vous devez voir. » Un ranger sud-vietnamien se tenait dans un coin, son uniforme couvert de boue. Il s'avança au geste de Davidson, plaçant plusieurs photographies sur la table. Celles-ci ont été prises près d'un village à 3 clics à l'est, expliqua Davidson. Une patrouille de reconnaissance a réussi à les capturer avant d'être repérée. Les images en noir et blanc granuleuses montraient un petit groupe de Viet Cong se déplaçant à travers une végétation dense. Sur une photo partiellement dissimulée par le feuillage se tenait une silhouette mince portant un fusil avec une lunette distinctive. Une femme dont les traits affichaient son héritage mixte vietnamien et français. Même dans la mauvaise qualité de la photographie, il y avait quelque chose d'inquiétant dans son expression calme. C'est elle, confirma Land, Apache. Hadcock examina attentivement l'image. Elle est petite, elle ne doit pas peser plus de 100 livres. Facile à sous-estimer. C'est ce qui fait d'elle l'une des femmes les plus terrifiantes opérant dans cette guerre, dit Davidson d'un ton grave. Elle ne ressemble pas à une menace jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le scout prit la parole, son anglais hésitant mais assez clair à mainter. Elle a un camp, se déplace tous les 2 ou 3 jours très prudente, très intelligente. Il tapota une autre photographie montrant un abri rudimentaire. Elle n'est pas comme les autres WC. Les autres ont peur d'elle aussi. Land leva un sourcil. Son propre peuple a peur d'elle. Le scout hocha vigoureusement la tête. Elle aime la douleur. Pas seulement pour obtenir des informations. Pour il peiner à trouver le mot le plaisir.
Un lourd silence tomba sur la pièce. Adcock avait rencontré de nombreux ennemis pendant ses tournées au Vietnam, mais il y avait quelque chose de particulièrement dérangeant dans la méthodologie d'Apache. La plupart des combattants tuaient par nécessité, devoir ou survie. Les renseignements sur Apache suggéraient quelque chose de bien plus sinistre, une culture délibérée de la terreur. Nous avons assemblé un dossier, continua Davidson en glissant un dossier vers eux. Tout ce que nous savons sur elle. Né à Hanoï, son père était un administrateur colonial français, sa mère vietnamienne. Elle a rejoint le Viet Cong tôt, s'est distinguée à la fois comme tireuse d'élite et comme interrogatrice. Elle a 31 ans et est responsable d'au moins 27 meurtres confirmés dans ce secteur seulement. Adcock ouvrit le dossier parcourant les rapports à l'intérieur. Les témoignages de témoins provenant de Viet Cong capturés peignaient le portrait d'une femme qui avait gagné sa réputation redoutable même parmi ses camarades. Pourquoi nous, spécifiquement demanda Adcock. Les renseignements suggèrent qu'elle a perdu des membres de sa famille lors d'une opération près de Da Nang l'année dernière. Des victimes civiles dans un village soupçonné d'abriter des WC. Depuis lors, elle se concentre presque exclusivement sur les forces américaines, en particulier le 5e régiment. Lan feuilleta plusieurs autres photographies des images macabres de corps récupérées portant les mutilations caractéristiques d'Apache. Elle intensifie, observa-t-il, devenant plus audacieuse. C'est pourquoi vous êtes ici, dit Davidson. Ce n'est plus seulement une question d'éliminer une tireuse d'élite ennemie. Il s'agit d'arrêter la femme la plus terrifiante de ce théâtre avant qu'elle ne brise l'esprit combatif de cette unité. Adcock ferma le dossier, son expression indéchiffrable. Nous devrons établir des postes d'observation, couvrir les routes d'approche probables, identifier les schémas. J'ai déjà cartographié les meilleures positions, dit Land en pointant plusieurs emplacements sur la carte. Les hauteurs ici et ici nous donnent une couverture des corridors de transit les plus probables en fonction des observations précédentes. Le scout s'avança à nouveau pointant vers une vallée entre deux crêtes. Elle aime cet endroit. Bonne eau, bon camouflage, beaucoup de grottes. Davidson hocha la tête. Vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin. Cela est devenu une mission prioritaire directement du commandement de Da Nang. Alors qu'ils quittaient le poste de commandement, le poids de leur mission pesait sur les épaules de Adcock. La chasse à Apache n'était pas seulement une opération tactique. C'était devenu une nécessité psychologique. Autour d'eux, les marines de la colline 55 s'acquittaient de leurs tâches avec une tension palpable. Les jeunes hommes sursautaient au moindre bruit, leurs nerfs à vif après des semaines de tirs de précision et de corps récupérés portant des tortures inimaginables. Ils ont besoin d'une victoire, Carlos dit Lan doucement, alors qu'ils rassemblaient leur équipement. Ces garçons ont besoin de croire qu'ils ne sont pas impuissants. Adcock vérifia son Winchester modèle 70, le poids familier de la carabine rassurant dans ses mains. Alors donnons-leur une victoire. Pendant les 3 jours suivants, ils établirent une routine. Avant l'aube, ils se déplaçaient vers l'un de leurs postes d'observation, restant parfois immobiles pendant 18 heures d'affilée, observant attendant. La légendaire patience de Adcock lui servait bien. Il pouvait rester parfaitement immobile plus longtemps que la plupart des hommes ne pouvaient rester éveillés. Au 4e jour, ils aperçurent un mouvement, une petite patrouille se déplaçant le long d'un lit de ruisseau, prenant soin de rester sous le couvert de la jungle. À travers sa lunette, Adcock compta 5 silhouettes, mais aucune ne correspondait à la description d'Apache. Des éclaireurs murmura à Land. Elle les envoie devant pour sécuriser la route. Adcock hocha la tête. Elle va suivre. La question est c'est quand? Adcock hocha la tête. Elle va suivre. La question est quand? La réponse vint cette nuit-là d'une manière que ni l'un ni l'autre n'auraient pu anticiper. Ils entendirent des cris juste après minuit. Adcock se redressa d'un coup dans son lit de camp instantanément alerte. Les cris agonisants résonnaient à travers la vallée, clairement audibles depuis le camp des marines. Land enfilait déjà ses bottes. « Elle envoie un message », dit-il, sa voix serrée de colère. Tout au long de la nuit, les cris continuèrent, ponctués par des périodes de silence qui semblaient rendre d'une manière encore plus horrifiante. Les marines de garde restaient rigides de leurs visages pâles à la lumière de la lune. Tout le monde savait ce qui se passait. Apache avait capturé l'un des leurs et démontré pourquoi elle avait gagné sa réputation d'être la femme la plus terrifiante que beaucoup rencontreraient durant la guerre du Vietnam. « Qui manque ?» demanda Adcock au lieutenant de service, sa voix basse et contrôlée malgré la rage qui montait en lui. Le lieutenant vérifia la liste avec des mains tremblantes. Soldat Johnson. Il était en patrouille de périmètre avec Ramirez. Ramirez est revenu avec une éraflure, a dit qu'ils avaient été embusqués, pensait que Johnson était juste derrière lui. Land et Adcock échangèrent des regards. Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait.
Apache avait délibérément laissé Ramirez en vie, s'assurant qu'il reviendrait à la base avec des nouvelles de la capture de Johnson. La guerre psychologique était aussi calculée que son habileté au tir. Nous ne pouvons pas sortir là-bas à l'aveugle Midland en garde, alors que plusieurs marines commençaient à se préparer. C'est exactement ce qu'elle veut. Une réponse émotionnelle. Des marines se précipitant dehors sans préparation. Alors, on l'écoute mourir, un jeune caporal défia son visage rouge de colère et de peur. Adcock posa une main ferme sur l'épaule du caporal. Nous écoutons, nous apprenons et nous nous assurons qu'elle paye pour cela. Mais nous le faisons intelligemment. L'aube se leva dans un silence étrange. Adcock et Land se préparaient à mener une patrouille lorsqu'un cri de sentinelle les attira vers le périmètre est. Une silhouette était émergée de la jungle titubant vers la base. Même de loin, Adcock pouvait voir le sang. « Couvre-moi » dit-il, et avant que Land puisse protester, il courait vers le marine blessé. Le jeune soldat s'effondra à quelques pas de Adcock. Ce qui lui avait été fait défiait la compréhension. Les yeux du marine, par chance, étaient fermés dans la mort, bien que les paupières soient restées intactes, une cruauté finale, le laissant conscient jusqu'à la toute fin. Adcock s'agenouilla à côté du corps, quelque chose de froid et d'implacable s'installant dans sa poitrine. Ce n'était pas la guerre, c'était le sadisme élevé au rang d'art. Le soldat ne devait pas avoir plus de 19 ans. « Nous la trouvons aujourd'hui, dit-il lorsque Land le rejoignit. Ce n'était pas une suggestion. De retour au poste de commandement, Davidson étudiait la carte avec une intensité renouvelée. « Elle joue avec nous, dit-il sa voix rauque. Elle nous fait savoir qu'elle peut se rapprocher de notre périmètre. Elle veut que nous la poursuivions à Kiesa Land. Elle a probablement déjà préparé des positions d'embuscade s'attendant à une réponse de la taille d'une compagnie. » Adcock traça un doigt le long de la carte. « Alors nous ne lui donnons pas ce qu'elle attend, juste nous deux, en nous déplaçant légers et rapides. » Davidson leva les yeux brusquement. 2 hommes contre toute son escouade, 2 chasseurs, corrigea Adcock contre une proie qui ne sait pas qu'elle est chassée. Land hocha la tête en accord. Carlos a raison, une patrouille complète l'alerterait. Nous nous déplaçons silencieusement, nous agissons maintenant pendant qu'elle pense que nous sommes encore en train d'organiser une réponse. Vous avez 12 heures, dit Davidson après un moment de réflexion. Si vous n'êtes pas de retour d'ici là, j'enverrai tout le monde que nous avons embuscade ou pas. Ils partirent dans l'heure, n'emportant que l'équipement essentiel des fusils, des munitions, de l'eau et des rations. Pas de radio qui pourrait révéler leur position, pas de poids supplémentaire qui ralentirait leur progression. Adcock ouvrit la marche suivant la traînée de sang que Johnson avait laissée alors que Apache et son groupe l'avaient traîné jusqu'à leur position. La trace les mena à travers la jungle dense, disparaissant parfois là où le sol durcissait ou des ruisseaux croisaient leur chemin. Mais Adcock lisait la forêt comme un livre des brindilles et cassait des pierres déplacées, les signes subtils que la plupart manqueraient. À midi, ils avaient couvert près de 4 kilomètres, se déplaçant dans un silence complet. « Ils deviennent négligents » murmura Land alors qu'ils faisaient une pause pour vérifier leur position. Il pointa des mégots de cigarettes abandonnés près d'un endroit de repos. Trop confiant, hocha Adcock la tête. « Ils pensent avoir brisé notre volonté de poursuivre, nous ont fait peur. » Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient à la trace menée vers le haut, vers une crête offrant une vue dominante sur la vallée environnante. Une position parfaite pour un tireur d'élite. Mouvement respira à Land se figeant sur place. À travers ses jumelles, Adcock les aperçut. 5 silhouettes se déplaçant le long de la crête à environ 700 yards, 5 femmes, dont l'une avait un profil distinctif, inconfondable même de loin. Le groupe s'arrêta près d'un affleurement rocheux et la femme fit un geste apparemment en train de donner des instructions à ses camarades. « C'est elle » chuchota Adcock abaissant ses jumelles et levant son fusil. Land sortit un petit carnet calculant rapidement la distance, le vent et l'élévation. 700 yards venant de l'ouest, environ 5 miles par heure. Tir en montée. Adcock fit de minuscules ajustements à sa lunette compensant les facteurs que Land avait identifiés. Sa respiration ralentit son attention, se resserrant jusqu'à ce que rien n'existe, sauf les réticules et la petite silhouette qu'il visait. Attends fit en garde Land, posant une main sur l'épaule de Adcock. Elle bouge. Le groupe avait effectivement commencé à changer de position, Apache s'éloignant de ses compagnons, se dirigeant vers un groupe de buissons. Elle passa son fusil sur son épaule, s'accroupissant légèrement. Elle est en train de pisser, observa Land. Parfaite. Elle est séparée du groupe. C'était peu le moment. Apache, la femme la plus terrifiante de la guerre du Vietnam, momentanément vulnérable et isolée de sa protection. Adcock prit une lente inspiration puis expira progressivement, pressant la détente au moment précis entre les battements de cœur. Le bruit du Winchester brisa le silence de la jungle. À travers sa lunette, Adcock vit Apache tituber en arrière se tenant la poitrine.
Ses compagnons se dispersèrent instantanément, plongeant à couvert. Touché, confirma Hadcock, chambrant une autre cartouche sans quitter sa lunette des yeux. Le deuxième tir frappa Apache alors qu'elle tentait de ramper vers un abri. Son corps se secoua une fois, puis resta immobile, le visage tourné vers le ciel assombrissant. Land était déjà sur la radio, appelant les coordonnées d'artillerie sur les combattants VC restants. En quelques minutes, la crête éclata en une série d'explosions alors que les obus tombaient éliminant toute chance de représailles ou d'évasion. Lorsque le bombardement cessa, un silence étrange s'installa sur la jungle. Hadcock et Land s'approchèrent prudemment de la position fusil près. Des corps gisaient éparpillés parmi les arbres brisés et la terre cratérisée, les conséquences de la frappe d'artillerie, mais l'attention de Hadcock était fixée uniquement sur la petite silhouette allongée à l'écart des autres. Apache reposait comme elle était tombée, les yeux ouverts mais sans voir. Dans la mort, elle semblait presque ordinaire, une femme de 31 ans dont les traits délicats ne trahissaient rien de sa réputation notoire. Le Mosin Nagant reposait à ses côtés sa crosse en bois poli par des années d'utilisation. C'est fait dit simplement Hadcock. Alors que Hadcock et Land retournaient à la base avec la confirmation de la mort d'Apache, les marines de la colline 55 sentirent un poids collectif se lever de leurs épaules. La femme la plus terrifiante de la guerre du Vietnam avait enfin été réduite au silence, bien que les cicatrices psychologiques qu'elle avait infligées perdureraient bien plus longtemps que les blessures physiques. Saviez-vous pour cette femme? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.